Sylvain Massol de la communauté d'agglomération de l'Albigeois et qui va nous parler de Qfield, de comment saisir et consulter de la donnée directement sur le terrain. Donc voilà, je me présente, je suis Sylvain Massol, je suis technicien SIG au sein de la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Et donc je vais vous présenter un projet qu'on a mené l'an dernier, en cours de cette année. Et voilà un peu les conclusions qu'on en a tirées. Donc pour vous présenter vite fait la communauté d'agglomération de l'Albigeois, donc ça regroupe 16 communes pour environ 85 000 habitants, un petit peu moins, sur 208 km². Et en ville-cœur, on a Albi avec un petit peu moins de 50 000 habitants et 44 km². Pour ceux qui ne connaissent pas, pour situer, c'est environ à 70 km au nord de Toulouse, au nord-est de Toulouse. C'est dans le département du Tarn. Donc nous, on est le service SIGC. Donc en fait, on est historiquement un service SIG de la ville d'Albi, qui a été mutualisé il y a quelques années avec la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Et donc on est un service commun, c'est pour ça le C après SIG. Donc on a des domaines d'activité assez vastes. On gère l'urbanisme et l'autorisation de droit des sols. Quand je dis on gère les données. On saisit notamment les plans locaux d'urbanisme et on les diffuse. Et on met aussi à disposition des outils pour les renseignements d'urbanisme ou ce genre de choses, pour faciliter un petit peu la vie des services instructeurs. On gère certains réseaux en régie, eau potable, assainissement, éclairage public, fibre optique. On gère aussi la voirie en régie, donc on maintient à jour un filaire, notamment avec les domanialités et les gestionnaires de réseau. Et aussi on gère un petit peu les travaux qui se passent sur le réseau. On saisit de la donnée sur les travaux et les délibérations d'occupation de droit des sols. On intervient aussi pour les parcs et jardins de la ville d'Albi, donc en termes d'arbres d'alignement et les surfaces entretenues par le service parcs et jardins. On gère un petit peu de données tourisme et patrimoine. Donc Albi a été depuis quelques années une ville inscrite à l'UNESCO. Voilà, on gère la partie topographie, donc ça c'est un marché à bon de commande auprès de géomètres. Et on a aussi une station GPS différentielle pour intervenir quand au besoin. Voilà, on pourra gérer d'autres choses, un petit peu de gestion des déchets ou ce genre de choses, des données sur la gestion des déchets. Donc on nous a exprimé depuis quelques années, on nous demande de pouvoir embarquer le SIG sur le terrain, c'est clairement une demande très forte. Jusque-là, on n'avait rien. Donc la demande, on l'a divisée un petit peu en deux. D'abord, c'était vraiment embarquer le SIG sur le terrain en mode atlas. Alors, il faut savoir qu'actuellement, les services qui gèrent les réseaux, ils ont des atlas papier qui sont très durs à mettre à jour, qui sont très coûteux aussi en termes de temps et aussi de papier. Et puis, absolument pas de dynamique du coup. Donc là, vraiment, c'était pour répondre dans un premier temps en mode atlas. Il y a aussi le service Parc et Jardin qui gère qui gère les arbres d'alignement sur notre web SIG, qui n'est absolument pas responsive. Et donc en fait, ils partaient sur le terrain, ils notaient sur un bout de papier, qui ressaisissaient, arrivaient au bureau. Ça leur posait des gros problèmes, surtout qu'ils ne sont pas très nombreux, donc il faut vraiment leur éviter un maximum de travail. Donc là, c'est vraiment pour enrichir le SIG central. Donc on a défini des contraintes un petit peu particulières. Il fallait à tout prix que ce soit simple d'utilisation. On n'a vraiment pas un public de géomaticiens. Donc c'est vraiment des experts dans leur domaine, mais pas en géomatique. Il fallait que ce soit adapté aux tablettes, voire les smartphones si possible. Il fallait que ce soit le plus largement déployable possible, tout à limiter les coûts. Alors ça, c'était une contrainte. Donc il fallait pas forcément équiper de puces avec de la data sur tous les terminaux. Ça devait être hautement disponible, c'est-à-dire même si on capte pas, il fallait pouvoir notamment consulter les atlas, c'était assez important. Ils voulaient pas avoir du matériel qui, mince, au moment où j'en ai besoin, mince, je capte pas ou j'ai pas la donnée. Et après, j'ai essayé d'avoir un minimum de maintenance parce que on recrute personne pour faire ça, donc ça se rajoute aux missions qu'on a déjà.
Donc il faut que ce soit le plus pratique possible pour nous. Donc on a envisagé 3 solutions. Donc l'ISMAP, c'est donc WebSTG qui pour le coup lui est responsive. Par contre on l'a écarté parce que ça demandait à être connecté et que après on nous a dit c'est pas fort quoi. D'un, on capte pas sur toute l'agglo et de deux, ça engendrait des coûts qui apparemment étaient un petit peu trop élevés. Il y a la solution de Julien Asselin avec GeoPoppy, mais bon, après, on n'avait pas de compétences Docker particulières, ça m'a fait un petit peu peur d'embarquer du matériel en plus. Voilà. Ensuite, on a regardé un petit peu la solution ROAM. Donc, en fait, c'est un QGIS simplifié qui tourne sur les tablettes de Windows. On l'a un petit peu écarté parce que des tablettes Windows en fait elles sont un petit peu plus chères. Pour avoir quelque chose de correct, c'est un petit peu plus cher et en plus on a vu des retours d'expérience avec des tablettes Windows bas de gamme qui étaient vraiment pas terribles. Donc du coup on a préféré s'orienter vers Qfield. Donc c'est une solution tactile sur les tablettes Android, tablettes et téléphones. Donc Qfield, c'est un logiciel qui est développé par une société suisse qui s'appelle OpenGIS. C'est basé sur un portage, du moins partiel, d'Android sur QGIS, de QGIS sur Android. Ça fonctionne actuellement sur les plateformes Android supérieures à 4.3. Alors c'est hyper simple d'utilisation. En fait, on prépare son projet sur QGIS et on embarque les données. Donc on peut ou ne pas embarquer les données. Donc nous on embarque les données et en fait on poste le point QGS et les données sur la tablette et en fait ça interprète le projet directement. C'est très très simple d'utilisation, vous allez le voir, et nous on a trouvé ça plutôt ergonomique. Ça s'exécute sur du matériel modeste. Donc pour montrer, on a fait des tests sur des tablettes qu'on fournit à nos élus. C'est des Huawei T10 je crois, et il y a 2 Go de RAM dessus et un processeur vraiment très moyen. J'ai regardé ce matin, ça coûte 140 €. Et maintenant il coûte 140 € ces tablettes. Donc ça s'exécute sur du matériel modeste. On l'a aussi testé sur les téléphones des cadres qui ont des téléphones durcis et ça fonctionne aussi. Ils sont assez peu performants, mais par contre ils sont durcis, ça c'est pratique. Donc ça permet le mode offline. Et il y a des releases assez régulières. Donc la dernière date de 8 jours. Et notamment, elle a ajouté le fait de pouvoir récupérer les informations qui viennent du GPS, la vitesse, l'accuracy, ce genre de choses, qu'on va pouvoir après enregistrer dans la base de données. Chose que j'ai pas encore fait. Elle a 8 jours, la release. Ça évolue assez vite en ce moment. Donc l'architecture qu'on a choisi de mettre en place. On a donc tout à gauche la base de données centrale du SIG, qu'on essaie de rendre la plus centrale possible. C'est une base de données PostgreSQL. Ensuite, on a un post client avec QGIS pour préparer le projet et qui permet aussi qui va nous permettre aussi d'exporter les données au format SQLite, SpaciaLite. Et ça utilise ce qui était avant un plugin, je crois, qui a été intégré au corps de QGIS, le mode offline en fait. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on a divisé un petit peu les 2 modes. Donc pour le mode plus simple, donc le mode Atlas, on a choisi d'utiliser un système de cloud, donc Nextcloud, où on va poster à l'intérieur SQLite, le point SQLite et le point QGS. Ensuite, quand les terminaux ont soit de la 4G, si elles sont équipées, soit dès qu'elles attrapent un signal Wi-Fi, elles vont pouvoir les télécharger uniquement, faire une synchronisation, donc uniquement descendante, et elles vont télécharger uniquement les données qui ont été modifiées. En l'occurrence, quand on embarque le cadastre et l'image aérienne, notamment l'image aérienne, elle est assez conséquente, elle pèse beaucoup, donc il ne faut pas la faire retélécharger à chaque fois, sinon on perd un temps fou. Donc on divise vraiment les données qui bougent, des données qui bougent moins, qui ont moins besoin d'être téléchargées. Et voilà. Et après on embarque ça en mode Atlas sur des tablettes ou voire sur des téléphones, des petits smartphones. L'écran est un peu petit, mais ça fonctionne. Et après, deuxième utilisation, c'est pour de la mise à jour. Donc là, un cas particulier, en fait, il s'agissait de fournir une seule tablette à un seul agent. Donc c'est assez simple à gérer pour le coup. Donc du coup,
Du coup, on fait un export sans passer par le cloud. Donc la base QLite en mode offline. Si j'ai bien compris comment ça fonctionne, l'utilisateur va sur le terrain, modifie la base de données, ça stocke tout ça dans un journal. Et en fait, quand on reprend la base de données, quand on fait l'export, donc ou l'import, la chose inverse qu'on récupère sur le poste de travail, ça réexécute les commandes qui ont été jouées sur le SQLite pour mettre à jour la base de données SIG. Oui, donc là je vais vous montrer une petite démo vidéo, quoi. Donc là c'est ce que j'avais présenté au moment du choix de l'outil. Donc là il n'y a pas toute la base de données. Donc on arrive sur un écran principal où la carte prend à peu près tout l'écran. Ici on voit les menus sur la gauche avec les couches. On peut enregistrer des presets, c'est-à-dire le fait que certaines couches soient visibles ou non. Donc ça se fait dans QGIS, c'est des fonctions natives. Ensuite, on va voir les déplacements et le zoom, ça se fait en pinch to zoom avec les deux doigts. Et on peut se déplacer après en appuyant sur l'écran. C'est classique, hein, c'est hyper intuitif. On peut sélectionner des objets. Après, on appelle le formulaire. Donc voilà, là on voit le formulaire. Tout ça, c'est décrit dans QGIS sans programmation. Hein. C'est vraiment, ça lit le formulaire QGIS. On voit que ça gère les onglets. Ensuite, là, on peut passer en mise à jour. Donc, sur des listes déroulantes. Tous les widgets n'y sont pas, mais il y en a pas mal. Le calendrier, pour stocker des dates. Voilà, donc on enregistre les mises à jour. Ensuite, là, on va voir, je crois que j'ai fait l'activation du GPS. Donc ça récupère les informations GPS de la tablette. On peut voir les informations, la précision qui est rendue par le matériel, qui est envoyée par le matériel, les coordonnées et la vitesse. Après de là, on peut passer en mode saisie, donc vraiment rajouter un objet. Donc il y a un petit bouton en bas à droite, le petit bouton jaune, qui va permettre de saisir un objet. Donc là, on remplit les champs. Il y a quelque chose de pratique, c'est qu'on peut figer, si on a par exemple tout un alignement d'arbres identiques, avec les petites croix qu'on voit sur le côté, là on va pouvoir figer la donnée qui va être rappelée pour un autre formulaire. En fait, si c'est pas très clair, on va le voir là. Quand je vais me déplacer, je vais saisir un autre arbre. Et en fait, les données que j'aurais choisi de figer vont se rappeler par défaut dans le formulaire. C'est assez pratique, ça fait gagner du temps apparemment sur quoi. Moi, je suis pas sur le terrain, mais apparemment, ils ont bien apprécié cette fonctionnalité. Donc voilà, pour la démo vidéo, c'est tout. Voilà, pour finir rapidement, les conclusions et perspectives. Donc la mise en production, elle est prévue pour l'année prochaine, avec donc pour le service assainissement et pour le service parc et jardin. On espère étendre l'usage dans d'autres services. Donc l'année prochaine, on va acheter du matériel. Le choix du matériel n'est pas encore arrêté. On va essayer de se plonger un petit peu là-dedans. On nous a déjà fait remonter, avec les peu de tests qu'il y a eu, quelques manques. Alors les listes déroulantes liées, c'est-à-dire par exemple la sélection d'un genre sur un arbre qui met à jour la liste des espèces. Parce que là, pour le coup, on choisit le genre chêne, mais on se retrouve, ça met pas à jour la liste suivante, où ça proposerait que les espèces de chêne en fait, par exemple. La localisation sur les adresses. Donc là actuellement on se localise soit en page to zoom en se déplaçant, soit avec le GPS, mais on ne peut pas se localiser sur un objet. On ne peut pas faire une recherche sur une adresse ou un objet quelconque. Donc voilà, on va voir si on peut investir un petit peu là-dedans. Là, oui, essayer de tenter. Là, on avait vu la mise à jour se fait quand je récupère des données, ça se fait au bureau
avec moi. Donc moi j'aimerais automatiser ça un peu avec j'ai trouvé un script, une appli qui s'appelle Inotify, qui permet de sniffer en fait quand un fichier est mis à jour et pouvoir exécuter une commande. Donc ce matin Processing m'a bien intéressé parce que je pense que du coup peut-être avec ça je vais pouvoir scripter du passage du mode offline à la synchro. Et après aussi, ce qui serait chouette, c'est tester une flotte à mise à jour pour voir s'il n'y a pas de conflit. Voilà. Donc j'ai terminé. Si vous avez des questions. Merci. Oui. Le micro juste derrière. Oui, vous avez parlé de Roam au début, qui est la solution sur mobile Windows. Sur Android, il y a pas mal de solutions qui permettent de faire des choses un peu équivalentes. Je pense notamment à GeoPaparazzi, qui permet de faire des formulaires structurés aussi avec des listes déroulantes. Et notamment aussi à OpenDataKit, qui permet de faire le même genre de choses. Et j'ai découvert récemment qu'il y avait un plugin QGIS qui permet de synchroniser ces tables ou ces fichiers, les valeurs attributaires et les formulaires qu'on fait dans QGIS. Donc on met à chacun des éléments de la table attributaire pour les envoyer dans OpenDataKit. Donc je trouve que c'est une solution qui pourrait être aussi intéressante en interaction avec QGIS. Est-ce que vous avez évalué ces solutions-là également, une comparaison Alors OpenDataKit, j'y étais tombé dessus, donc j'avais un petit peu regardé. J'avais cru comprendre qu'il fallait monter un serveur qui fusionne les formulaires, mais je suis pas sûr. Et ça m'avait paru obscur, et du coup, vu que j'avais pas la compétence dessus, j'ai un petit peu abandonné. Et je suis pas sûr que ça réponde vraiment ça va répondre très bien à la mise à jour. Par contre, est-ce que ça répond vraiment à l'Atlas, consultation de données déjà existantes? Je sais pas. J'ai pas plus regardé que ça. J'ai pas vraiment testé, mais j'ai vu qu'il y avait ces solutions-là. Et après, c'est vrai que GeoPaparazzi, j'avais un petit peu regardé. Je l'avais trouvé un petit peu moins évolué dans le sens des formulaires, ce genre de choses. Et puis là, ce qui me plaisait vraiment, c'était de pouvoir faire les choses dans QGIS très simplement et de les déployer assez rapidement. C'est vrai que GeoPaparazzi, j'ai vu qu'il faisait client WMS, mais il faisait aussi client SQLite. Donc on pouvait. Par contre, j'ai pas su si on pouvait faire un projet pour appeler tout packagé en fait. En tout cas sur les formulaires, je sais pas, il y a quelques temps, moi je l'ai vu récemment, il a vachement évolué, il y a des trucs vraiment très avancés, on peut faire des listes déroulantes liées les unes avec les autres. Par contre, il manque effectivement le lien avec QGIS, mais je pense que par le développement d'un petit plugin, ça pourrait être assez facilement fait. GeoPaparazzi, pour les formulaires, c'est du JSON en fait. Il faut faire des petits blocs de code JSON pour les éléments de formulaire, mais si on a une interface graphique via un plugin QGIS qui permet de générer le JSON, ça peut être fait assez facilement, je pense. Okay. Peut-être ça va apparaître. Merci. Peut-être moi j'avais une question sur le dernier point que vous avez mentionné dans la présentation. On sait que le problème de gestion d'un outil en déconnecté, c'est le problème de gestion des conflits. Est-ce que vous savez aujourd'hui comment ça se passe, s'il y a des informations qui sont modifiées sur le terrain et au moment de la synchronisation, ces informations ont été modifiées par un autre opérateur ou ont été modifiées directement sur la base centrale? Alors, je l'ai pas trop testé. Ça utilise, que je sache, ça utilise ce qui est intégré nativement dans QGIS. Peut-être vous l'avez déjà vu passer, ce mode offline. Et apparemment, je pense que, moi, comme je le comprends, c'est que ça met tout ça dans un journal, ça le réexécute sur le Postgre. Donc, en l'occurrence, à mon avis, le dernier qui parle a raison. Mais par contre, ça, c'est pas sur toute la base de données, c'est uniquement sur les objets qui ont été travaillés. Ok. J'avais une question aussi. Bonjour, Martin Ballot de Permagro. Nous, on cherche à utiliser ce genre d'outils avec des GPS externes au smartphone, un Trimble connecté en Bluetooth. Est-ce que vous avez testé ça sur QField? Est-ce que ça marche? Ouais, alors nous, on a un matériel, c'est du Leica, le matériel, le GPS différentiel que je parlais, donc c'est du Leica. Ils ont développé, il y a une appli sur Android qui s'appelle ZenoConnect, je crois, qui permet de se connecter à l'antenne, en fait. Et après, ça fait croire à Android que son GPS est... En fait, ça fait passer pour Android le GPS différentiel comme son GPS interne. Donc après, on récupère les données de la base externe, du GPS externe. Moi, je l'ai testé, mais juste comme ça, parce qu'on va pas faire du relevé de précision avec ce matériel-là. Mais bon, testé. Ok. Attends, Julien, je vais te passer le micro. Ouais. Je rajouterai juste 2 applications Android pour justement connecter
un GPS externe, donc soit en filaire, il y a une application Android qui s'appelle You Are Here, et pour le Bluetooth, il y a Bluetooth GPS, donc qui fait exactement le même boulot, qui chante le GPS interne de la tablette ou du téléphone, et qui, via une connexion Bluetooth ou via une connexion filaire, va se connecter. Derrière, il faut sortir une trame NMEA du GPS, et le tour est joué. Par contre, où c'est un petit peu limité, c'est que sur notre appli de GPS différentiel, actuellement, quand on stationne, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on prend une vingtaine de points. Donc on reste stationné pour augmenter la précision. Dans Qfield, j'ai pas trouvé cette notion-là. Je pense qu'on prend le point à un instant T. Donc on n'augmente pas la précision par le nombre de points moyennés. Ok, merci beaucoup, bravo. J'appelle Maxime Seguin de l'INRAP.